Bonsoir mes chers élèves. La leçon d'aujourd'hui est intitulée Propagation d'une onde lumineuse. Alors, auparavant, on a étudié les ondes mécaniques et là, on va voir un type d'onde électromagnétique. Bon, alors au cours de cette leçon, on va voir une expérience qui met en évidence l'aspect ondulatoire de la lumière. Et puis, on va vous donner les propriétés d'une onde lumineuse. Puis, on va revenir à l'expérience pour voir comment on calcule quelques paramètres ou bien quelques grandeurs concernant ce phénomène. Et on va terminer avec un autre phénomène qu'on appelle phénomène de dispersion. Bon, avant de commencer, je vais vous rappeler des lois de Descartes. Donc, ces lois de Descartes nous concernent en cette leçon. Vous devez les savoir pour bien comprendre cette leçon. Bon, rappel, ok. Premièrement, principe de propagation rectiligne de la lumière. Ok. Alors, la lumière se propage dans un milieu homogène et transparent selon des lignes droites. Ok. Ça veut dire qu'on considère que la lumière est l'ensemble des lignes droites et chaque ligne est appelée rayon lumineux. Alors en pratique, on ne peut pas isoler un rayon lumineux, mais nous allons considérer qu'un faisceau lumineux qui est très mince est considéré comme rayon lumineux. Alors on représente le rayon lumineux par un segment muni d'une flèche qui indique le sens de propagation de la lumière. Donc, et on parle aussi des faisceaux lumineux parce que les lampes émettent des faisceaux lumineux. Alors on a un faisceau cylindrique, faisceau cylindrique ou bien faisceau parallèle, les rayons lumineux sont parallèles et on obtient ce faisceau cylindrique par exemple par un laser. Il y a aussi un faisceau divergent, c'est le faisceau par exemple émis par un phare de voiture, donc la lumière est divergente, et on a aussi un faisceau convergent. Donc un faisceau convergent, c'est le faisceau qu'on obtient lorsqu'on met ou bien lorsque la lumière traverse une loupe ou bien une lentille convergente. Alors je vais passer maintenant à la réflexion de la lumière. Alors cette réflexion est observée chaque fois que la lumière tombe sur un miroir. Alors supposons qu'on a un miroir qui est horizontal. Alors là, j'ai tracé la normale à cet miroir. Et voilà un rayon incident qui entre en contact avec ce miroir en N. Alors N est appelé point d'incidence. Et ce rayon, c'est le rayon incident. Alors rayon incident. Alors en tombant sur cet miroir, il subit une réflexion. Ça veut dire qu'il change de direction de propagation. Voilà, donc je vais tracer le rayon réfléchi. Alors ici j'ai R, rayon réfléchi. Bon, Descartes a étudié ce phénomène en utilisant les lois de la géométrie. Donc, et a posé deux lois. Bon, ces deux lois, on les justifie expérimentalement. Alors la première loi, donc voilà, donc la réflexion c'est quoi? C'est lorsque la lumière tombe sur un miroir, alors le rôle de cet miroir est limite le milieu de propagation. Ici, par exemple, supposons qu'on a l'air. Alors, lorsque la lumière tombe sur ce miroir, donc le milieu de propagation est limité, et à ce moment-là,
il subit une réflexion. Bon, donc j'ai dit que Degas a posé deux lois qui régissent le phénomène de réflexion. La première loi de Descartes, bon, le rayon incident, ça veut dire, ou bien les rayons incidents I, N, la normale, bien sûr, au miroir, N', N, et le rayon réfléchi I, N, R appartiennent au même plan. Donc c'est la première loi. La deuxième loi, alors ici je vais noter cet angle, ça veut dire l'angle que forme le rayon incident avec la normale par I. Et l'angle que forme la normale avec le rayon réfléchi par R. Okay. Alors la deuxième loi de Descartes nous dit que I égale à R. Donc deuxième loi de Descartes, l'angle d'incidence égale à l'angle de réflexion. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va voir le deuxième phénomène, qui est le phénomène de réfraction. Phénomène de réfraction, ok. Mon petit 2. Alors, petit 2, ou bien petit 3, pardon. Alors 2, on a dit réflexion. 3, réfraction. Alors là, on n'a plus de miroir, mais ce qu'on a, on a deux milieux. Okay, le premier cas, on avait un seul milieu, et là, on a deux milieux. Milieu 1 et milieu 2. Et cette surface, c'est la surface qui sépare les deux milieux. Par exemple, ici, on a l'air, ici, on a l'eau. Ou bien, ici, on a l'air, ici, on a le verre. Donc, lorsque le rayon incident arrive au point N, il change de direction. Okay. Mais le sens de propagation reste le même. Ici, au cours de la réflexion, il a changé même le sens de propagation. Mais ici, le sens de propagation reste le même. Ce qui change, c'est la direction de propagation. Voilà donc le rayon qui émane de ce rayon incident. Je vais le représenter. Okay. Voilà. Alors, ça veut dire qu'au niveau de la surface de séparation, le principe de propagation rectiligne n'est plus respecté. Ici, ok. Alors la direction a changé, ok. Et je vais noter cet angle par alors cet angle je vais le noter par I1. Voilà. Le rayon incident I1 et le rayon, pardon, l'angle d'incidence est I1 et l'angle de réfraction, je vais l'appeler I2. Voilà. On a dit que la lumière subit une réfraction
lorsqu'il traverse quoi? Lorsqu'il traverse une surface séparant deux milieux différents. Voilà. Descartes a étudié aussi ce phénomène et a posé deux lois. Première loi. Alors ici, loi de Descartes. Loi de Descartes. Pour, bien sûr, la réfraction. Pour la réfraction. Première loi. Alors, le rayon incident, la normale, et le rayon réfracté, je vais noter ici I', se trouvent dans le même plan. Okay. Donc, les rayons, ça veut dire les trois rayons, I, N, le rayon, alors ici, normalement, je ne dois pas écrire les rayons, pardonnez-moi, je l'ai écrit tout à l'heure, mais je dois écrire tout simplement le rayon incident, ok, ça veut dire IN, la normale, ok, parce que la normale n'est pas un rayon lumineux. La normale N', N, et le rayon réfracté NI' appartiennent au même plan. Deuxième loi. Ok. Alors, deuxième loi. Alors, ce milieu 1, puisqu'il est différent du milieu 2, donc la vitesse de propagation dans le milieu 1, que je vais noter par V1, est différente de la vitesse de propagation de la lumière, ok, dans le milieu 2. Alors cette vitesse, je vais la noter par V2. Alors cette deuxième loi nous dit que sinus de l'angle d'incidence, ça veut dire sinus I1, ok, divisé par sinus de l'angle de réfraction I2 égale au rapport de la vitesse V1 sur la vitesse V2. Ou bien la vitesse de propagation V2 ou la vitesse de propagation V2 fois sinus I1 égale à la vitesse de propagation V1 fois sinus I2. Donc c'est la deuxième loi de Newton. Une première loi et la deuxième loi. Alors ces lois, on va les utiliser au cours de cette leçon. C'est pourquoi je vous les avais données. Passons donc au sujet de la leçon. Deuxième grand paragraphe, aspect ondulatoire de la lumière. Petit 1, phénomène de diffraction de la lumière. Et je vais commencer par petit A, description de l'expérience. Je vous rappelle la diffraction des ondes mécaniques. Sur l'image, la photo d'en haut montre la diffraction des vagues à l'entrée d'un pore et la photo d'en bas montre la diffraction d'une onde mécanique dans une équivalente. Ce qu'on observe est que les deux ondes traversent les deux ouvertures qui ont deux largeurs de même ordre de grandeur que leur longueur d'onde. En changeant leur direction de propagation,
leur forme sans que leur vitesse et leur longueur d'onde changent. Donc les ouvertures se comportent comme des sources secondaires qui émettent les deux ondes dans toutes les directions. Bon, c'est ça ce qu'on peut remarquer et ce qu'on peut conclure pour la diffraction des ondes mécaniques. Pour réaliser la diffraction de la lumière, on doit disposer de préférence d'une source laser. Sur la photo, on voit plusieurs sources. Chacune d'elles émet une lumière de couleurs différentes. En utilisant ces lumières, on peut donc comparer leur diffraction. On doit disposer aussi d'une fente réglable qu'on peut augmenter ou diminuer sa largeur. Et enfin, on doit avoir un écran qu'on place derrière la fente. Ensuite, on place le tout sur un banc optique comme vous voyez sur l'image. Ce banc nous permet de faire glisser l'écran pour varier la distance qui le sépare de la fente. Le dispositif ainsi obtenu est le dispositif expérimental de la diffraction de la lumière. Au début de l'expérience, on règle l'ouverture de la fente à une largeur de l'ordre de 1 mm. On observe que le faisceau laser traverse la fente sans changer de direction de propagation. Et on voit l'apparition sur l'écran d'une tache unique de même diamètre que celui de la section du faisceau. Puis on commence à diminuer la largeur de la fente et dès qu'elle devient suffisamment petite, on observe sur l'écran une alternance de taches lumineuses alignées sur la même direction et séparées par des taches obscures appelées extinctions. Ainsi, à la traversée de la fente, la lumière n'a donc pas respecté le principe de propagation rectiligne. La fente se comporte comme une source secondaire qui émet la lumière dans toutes les directions. On assiste alors au phénomène de diffraction de la lumière. Lorsqu'on change la direction de la fente, de la verticale à l'horizontale, la direction de l'alignement des taches sur l'écran devient verticale. En diminuant la largeur de la fente, on constate que la largeur de la tache centrale augmente. Si on refait l'expérience avec des lasers de couleurs différentes, on observe que la largeur de la tache centrale augmente chaque fois que la longueur d'onde du laser utilisé augmente. La tache centrale du bleu, qui a une longueur d'onde plus petite, est inférieure à la largeur de la tache centrale du rouge, qui a une longueur d'onde plus grande. Et c'est ce qu'on voit sur la photo. Si on remplace la fente verticale par un fil métallique fin vertical, on obtient sur l'écran la même disposition des taches. Mais si on remplace la fente par un trou circulaire, on constate sur l'écran que la figure de diffraction change complètement. Au lieu d'avoir des taches alignées, on obtient une tache centrale lumineuse circulaire entourée par des anneaux lumineux qui sont séparés par des extinctions circulaires comme vous voyez sur la figure. Enfin, on remarque que la taille de la tache centrale dans les trois cas, utilisation d'une fente ou d'un trou ou d'un fil, augmente d'autant plus qu'on éloigne l'écran. Voici les observations expérimentales. La diffraction est plus importante, c'est-à-dire la tache centrale est plus grande si la largeur de la fente est plus petite, la distance entre la fente et l'écran est plus grande, la longueur d'onde est plus grande. Passons maintenant à la suite du cours. Bon, on passe maintenant petit 2, la lumière est une onde électromagnétique. Bon, l'expérience qu'on a réalisée de la diffraction de la lumière, bien sûr en classe, prouve que la lumière est une onde, ou bien la lumière présente un aspect ondulatoire. Et elle est exactement une onde, mais non pas mécanique, mais c'est une onde électromagnétique. Ok? Donc, le phénomène de diffraction mis en évidence l'aspect ondulatoire de la lumière. Alors donc, on a vu que pour une onde progressive, c'est la propagation
d'une suite successive de perturbations. Et ces perturbations, lorsqu'elles affectent un point du milieu, ce point commence à se mouvoir, il commence à vibrer. Et comme ça, on constate la déformation du milieu de propagation. Alors, donc, où se trouve exactement la perturbation en ce qui concerne les ondes lumineuses? Ok? Alors, puisque donc, les ondes lumineuses sont des ondes électromagnétiques, ils sont dus à la propagation de deux champs. Champ magnétique et champ électrique, et ces deux champs sont perpendiculaires à la direction de propagation. Okay? Donc, la lumière est une onde électromagnétique transversale. La lumière est une onde électromagnétique transversale. Alors, on va expliquer transversale et onde. Onde, ça veut dire perturbation. Où se trouve la perturbation? Quel est le sens ou bien la nature de la perturbation? La perturbation pour les ondes mécaniques, donc, c'est une modification des propriétés mécaniques du milieu. Et j'ai dit que les ondes électromagnétiques, c'est la modification des propriétés électriques. Alors, on va voir comment ces propriétés électriques sont modifiées. Donc, la lumière est une onde électromagnétique transversale. Elle est due, ou bien elle est le résultat, ou bien elle est due à la propagation d'un champ électrique et d'un champ magnétique qui sont perpendiculaires à la direction de propagation. Donc, à l'aide d'un schéma, je vais expliquer la nature de la perturbation et pourquoi l'onde lumineuse est une onde transversale. Alors, donc, l'onde électromagnétique, c'est la propagation d'un champ électrique et d'un champ magnétique qui sont perpendiculaires à la direction de propagation. Alors, je vais prendre la direction de propagation. Bon, c'est là. Voilà la direction de propagation. Okay. Donc, le champ électrique E, je le représente dans le tableau, dans le plan du tableau. Ça veut dire la direction. Sa direction se trouve dans le plan du tableau et il doit être perpendiculaire à la direction de propagation. Voilà, donc, direction de propagation. Voilà le champ électrique E. Le champ B, ok, il est associé à E et il est perpendiculaire à la direction de propagation. Donc, il va se trouver où? Il va se trouver dans le plan horizontal qui est perpendiculaire au tableau. Okay? Ce plan-là, qui est représenté par la règle. Okay? La règle, donc, il est perpendiculaire au tableau. Alors, le champ B a la direction de la règle. Et puisque je vais le représenter en perspective, je vais le représenter ainsi. Voilà le champ B. Alors, on a là la perpendiculaire. Et en même temps, B est perpendiculaire à la direction de propagation. Et E perpendiculaire à la direction de propagation. Alors, onde, donc perturbation. Alors, la perturbation, c'est quoi?
la modification des propriétés électriques. Alors les propriétés électriques, ils sont électromagnétiques, pardon. Donc le champ E et B représentent les propriétés électriques du milieu. Alors au cours du temps, lors de la propagation de l'onde, le champ E varie. Son sens varie et son module. Sa direction ne varie plus, il reste toujours perpendiculaire à la direction de propagation. Même chose pour B. Alors lorsque E varie, ça veut dire que son intensité varie au cours du temps. Alors donc s'il varie au cours du temps, ça veut dire que donc ce vecteur-là, sa longueur augmente et diminue au cours du temps. Et tantôt il est dirigé vers le haut, tantôt il est dirigé vers le bas. Même chose pour B. Alors, c'est ça la modification. Donc, puisque E et B sont variables, donc les propriétés électromagnétiques sont variables. C'est le sens de la perturbation, ça veut dire la modification des propriétés électriques et magnétiques. Et transversal, pourquoi transversal? Alors, donc, lorsque E, il varie perpendiculairement à la direction de propagation. Même chose, lorsque B varie, elle varie perpendiculairement à la direction de propagation. Donc la perturbation qui est la variation de E et B au cours du temps se fait perpendiculairement à la direction de propagation. Alors c'est pour cela qu'on dit que l'onde lumineuse est transversale. Bon, il faut noter que la lumière, c'est pas comme... Quelle est la différence entre la lumière et les ondes mécaniques? Donc la première différence, on a dit que c'est pour les ondes mécaniques, la modification, c'est, ou bien la perturbation, c'est la modification des propriétés mécaniques. Ça veut dire la vitesse, la pression, quoi d'autre? La vitesse, la pression, les coordonnées de la position, des points du milieu qui varient. Donc là, on a des points matériels qui subissent la modification. Ici, non, ce ne sont pas des points matériels qui subissent la modification, mais ce sont les positions ou bien des points du milieu que leur ou bien les propriétés électromagnétiques en ces points varient au cours du temps. Donc voilà, alors donc cette modification n'est pas matérielle. La deuxième différence est que l'onde mécanique nécessite un milieu matériel pour se propager, tandis que l'onde électromagnétique ou bien la lumière ne nécessite pas nécessairement un milieu matériel, ils peuvent se propager dans le vide. Donc voilà, alors la lumière se propage dans un milieu matériel transparent. Et c'est une caractéristique de la lumière parce que il y a des ondes électromagnétiques qui peuvent se propager dans la matière, qui n'est pas transparente, ça veut dire la matière opaque. Et même dans le vide. C'est ce qui caractérise les ondes électromagnétiques. Ils se propagent dans le vide. Cette propagation n'est pas remarquée chez les ondes mécaniques.